Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on revient sur, on peut dire je pense, une légende du cinéma français, puisqu'on va revenir sur la carrière de Robert Hossein, qui n'est pas seulement Geoffrey de Perrac dans Angélique Marquise des Anges, mais aussi un acteur français très connu, mais aussi un très très bon réalisateur. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, activer la petite cloche pour les sorties de vidéos, ça fait toujours plaisir. Et aussi à vous abonner à ma page Instagram où je poste les films que je regarde dans la journée, ainsi que sur ma page TikTok où je partage des extraits de films qui m'ont plu tout simplement. Je les mets aussi en réel sur ma page Instagram. Voilà. Donc, Robert Hossein, de son vrai nom Abraham Hossein-Hoff, est né le 30 décembre 1927 à Paris. Son père n'est autre que André Hossein, un compositeur que l'on voit d'ailleurs souvent dans les crédits des films de Robert Hossein, c'est-à-dire qu'il fait souvent les musiques de films de Robert Hossein. Et sa mère est Anna Minkoski, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, qui était comédienne. Niveau scolaire, Robert Hossein, il a tout juste le certificat d'études car ses parents sont pauvres, donc il va pas dans des grandes écoles. Mais c'est quelqu'un de très intelligent car il lit beaucoup, et d'ailleurs ça se voit beaucoup parce que dans ses réalisations, il a adapté beaucoup de romans de Frédéric Dard par exemple. Mais sinon, après ça, il va suivre les cours René Simon. Alors les cours René Simon, il me semble que j'en avais déjà parlé, mais c'est par exemple, c'est des cours qui ont été suivis par Michel Morgan, Micheline Prel ou encore Pierre Mondy, donc c'est une valeur sûre pour entrer dans la comédie. Il fait sa première apparition au cinéma dans Les souvenirs ne sont pas à vendre de Robert Aignan en 1948. Et le petit pépère, il va pas perdre de temps pour sa première réalisation, qui est, je le considère un peu comme un chef-d'œuvre quand même, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai été bluffée. C'est Les salauds vont en enfer, qui est sorti en 1955, et si je ne me trompe pas, c'est déjà une adaptation de Frédéric Dard. Le premier film de cette liste de 10 films dont je voudrais parler, c'est Crime et Châtiment de Georges Lampin, sorti en 1956. Alors, Crime et Châtiment, c'est quelque chose de très connu, c'est inspiré du roman du même nom de Fyodor Dostoïevski. Normalement, j'ai pas trop écorché son nom. Mais donc ici, on a une adaptation donc moderne pour l'époque, donc qui s'adapte à l'époque où c'est sorti, donc en 1956. Donc l'histoire, c'est que Robert Hossein, il tue une vieille usurière, mais il n'est pas totalement content de ce qu'il a fait. Donc du coup, tout au long du film, il va être torturé mentalement. Et la personne qui vient mener l'enquête, ce n'est autre que notre cher Jean Gabin, qui va venir voir ce qui se passe un petit peu. Et entre-temps, Robert Hossein, il essaie de trouver un peu la rédemption auprès de Marina Vladi, qui, je précise, est déjà sa femme à l'époque. Crime et Châtiment, c'est un film poignant dans le sens psychologique, parce que en fait on a donc Robert Hossein qui se bat contre lui-même, car d'un côté il se dit que ce qu'il a fait c'est juste parce que l'usurière qu'il a tuée profitait du malheur des gens pour elle se faire de l'argent, donc du coup ce qu'il fait c'est un peu une bonne action, mais en même temps c'est que reste quand même un meurtre, donc du coup il est pas tout à fait forcément à l'aise avec cette idée. Et en plus, du coup, il est tout le temps obligé de mentir à Jean Gabin pour avoir des informations, pour savoir si l'enquête de police avance. Alors qu'il sait que c'est lui qui a fait le crime en fait. Pour moi, ce film, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
c'est clairement le film pour moi qui fait démarrer vraiment la carrière de Robert Hossein et qui montre que c'est un bon acteur parce que déjà il montre son charisme qui est assez impressionnant. Il a déjà sa voix rock à l'époque et il ne faiblit pas devant Gabin quand même. Gabin c'est quand même déjà le monstre sacré du cinéma et c'est un de ses premiers films et il est devant Gabin, enfin c'est pas n'importe quoi. Et le pire, c'est quand même le meilleur qu'on peut souhaiter pour lui, il a renouvelé l'expérience de tourner avec Gabin dans Le Tonnerre de Dieu de Denis de la Patelière en 1965. Le deuxième film dont je voudrais parler, c'est Toi le venin, de lui-même donc, qu'il a réalisé et qu'il a sorti en 1959. Donc c'est inspiré du roman C'est toi le venin de Frédéric Dard. Je vous ai dit que c'était un nom qui allait souvent revenir. Donc l'histoire, c'est que Robert Hossein couche avec une femme sans voir son visage dans la voiture de la femme. Et donc par la suite, elle tente de l'écraser, mais il survit. Et grâce à la plaque d'immatriculation, il retrouve la femme, il va chez elle, et il se rend compte que c'est une femme de la bourgeoisie, et qu'elle vit avec une sœur handicapée qui est donc en fauteuil roulant. Et ce qui est troublant dans le film, c'est que, comme Robert Hossein était marié avec Marina Vladi, il en profite pour utiliser la sœur de Marina Vladi dans le film, qui est Odile Versoix. Et donc il va jouer avec ces deux filles dans le film qui se ressemblent énormément et qu'on pourrait confondre. Et donc c'est ce jeu entre les deux sœurs qui est le centre, on va dire, du film. C'est un film à suspense parce que du coup tout au long du film on se demande vers quelle est la sœur avec laquelle il a couché, parce que les deux forcément vont pas dire que c'est elle, d'autant plus qu'il y en a une des deux qui est handicapée, donc ce serait pas possible parce qu'elle pourrait pas conduire. Donc du coup tout au long du film, Robert Hossein il va essayer de mener son enquête de son côté en restant souvent proche des deux femmes, même s'il est plus proche d'une des deux, et il va essayer donc de trouver cette femme avec qui il a couché et qui a essayé de la tuer, parce que apparemment ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Donc pour moi, Toi le venin, c'est la première réalisation de Robert Hossein que j'ai vue. Et je vous avoue que je suis restée sur le cul parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne réalisation. Surtout qu'il est derrière et devant la caméra. Et contrairement à d'autres réalisations de lui que j'ai pu voir, cette fois on n'a pas cet aspect théâtral comme on peut voir souvent dans les films d'Hossein. Là il y a plusieurs décors, c'est pas un huis clos comme par exemple La Nuit des Espions qu'il a réalisé la même année il me semble. Le troisième film dont je voudrais parler, c'est encore une réalisation de Robert Hossein, c'est Les Scélérats, sorti aussi en 1959, dis donc une année assez prolifique dans la carrière de Robert Hossein, et qui est encore inspiré d'un roman de Frédéric Dard qui porte le même nom. Pourquoi se faire chier à changer le nom quand on a un bon nom? Donc l'histoire, c'est Robert Hossein et Michel Morgan qui forment un couple un peu mystérieux, parce qu'ils habitent dans une maison où est-ce qu'il y a que des portes-fenêtres. En gros on voit tout ce qui se passe chez eux s'ils tirent pas les rideaux. Et donc du coup ils sont épiés par leurs voisins qui ont une fille. Et cette fille elle est vachement intriguée par Robert Hossein et du coup elle va demander à être bonne chez eux. Et du coup en fait elle va découvrir au fur et à mesure pourquoi le couple se déchire. Les Scélérats, c'est aussi un film très bien réalisé, même si là vraiment on est plus, on va dire, sur 3 plans maximum, enfin 3 décors plutôt, je dirais pas 3 plans, puisque on voit juste l'intérieur de la maison des voisins, l'extérieur de la maison de Robert Hossein et Michel Morgan et l'intérieur. Mais c'est aussi une très bonne réalisation dans le sens où est-ce que on a un assez bon suspense, un très bon jeu de Robert Hossein et une histoire très très bonne. Et en fait, à la fin du film, moi je me demande toujours qui sont les scélérats.
Parce que si par exemple on prend un film comme Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, on sait qui sont les Diaboliques à la fin. Mais là, les scélérats, je pense qu'il faut regarder plusieurs fois le film pour se rendre compte vraiment de qui sont les deux scélérats dont on parle. Parce qu'ils sont au moins deux vu que c'est les scélérats. Alors, faut savoir que c'est pas la première fois que Robert Hossein tourne avec Michèle Morgan. Enfin, pas vraiment. C'est la première fois qu'il tourne dans le rôle principal avec elle. Mais sinon, comme il avait fait une apparition dans Aux yeux du souvenir en 1948, c'est pas la première fois qu'il la voit, on va dire. Et du coup, moi je pense qu'il a réussi à obtenir Michèle Morgan grâce au succès de Toi le venin, qui a très bien marché, comme j'avais dit, côté réalisation. Et ça se voit à l'écran que les deux acteurs marchent parfaitement ensemble, et c'est ça qui rend aussi le film assez puissant. Donc le quatrième film dont je vais parler, c'est un film plus méconnu. Pourtant le réalisateur est très connu, il s'agit de La Menace de Gérard Houry, sorti en 1961. Il s'agit encore et toujours d'une adaptation du roman de Frédéric Dard qui s'appelle Les Marioles. Donc l'histoire, c'est Robert Hossein qui est pharmacien et rend service à Marie-José Natt lorsqu'une fille est retrouvée assassinée. Marie-José Natt, elle accuse Robert Hossein de l'avoir tuée. Alors quand même que le gars lui a rendu plusieurs fois service, lui a genre donné de l'argent pour qu'elle s'achète un scooter, mais bon c'est pas grave, hein, elle l'accuse. Là, ce qui rend le film particulièrement intéressant, c'est que quand Marie-José Natt accuse Robert Hossein d'avoir tué la fille, on se dit oh pauvre Robert, tout ça, enfin franchement c'est pas cool ce qui lui arrive et tout ça. Et au final, au fur et à mesure du film, Houry il amène un truc qu'on s'amène à avoir des doutes sur le fait que Robert Hossein soit innocent ou pas. Et du coup, on se dit c'est bizarre. Est-ce qu'elle l'aurait pas accusé finalement parce qu'elle sait quelque chose ou quoi Et du coup, ça rend vraiment le film, ça le détermine comme un film à suspense au final, parce qu'on sait pas vraiment ce que Robert Hossein est. Ce film, c'est le deuxième long métrage de Gérard Houry qui joue le rôle du docteur. Mais le film, il rencontre pas un grand succès, même s'il prend Hossein dans son film. Dans ce film, c'est aussi l'un des premiers grands rôles de Marie-José Natt, même si on l'avait vue en tant que sœur de Brigitte Bardot dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot l'année d'avant. Mais du coup, ça lui a permis d'ouvrir la voie vers d'autres rôles plus importants par la suite. Le cinquième film dont je veux parler, c'est Le jeu de la vérité, donc réalisé par Robert Hossein, est sorti en 1961, et cette fois-ci, ce n'est pas une adaptation de Frédéric Dard, mais c'est bien un scénario original que Hossein nous offre. Donc, l'histoire, ce sont plusieurs gens de la haute société qui sont réunis lors d'une soirée, et dans cette soirée, il y a Paul Meurice, que plusieurs personnages détestaient, et il finit par être assassiné pendant la soirée. Et c'est là que l'enquêteur, Robert Hossein, arrive pour tenter de retrouver l'assassin qui est forcément resté dans la pièce. Donc, ce film, c'est un peu un classique, je dirais, du théâtre ou même du film, en soi, du film d'enquête, parce qu'on est dans un huis clos, on a plusieurs personnages, aucun ne peut partir, et du coup tout le monde doute de tout le monde, et tout le monde a un peu une histoire du coup avec le personnage qui a été assassiné, et du coup on peut pas dire c'est lui parce qu'il a un mobile plus qu'un autre, parce qu'en fait tout le monde a un mobile. Après, il est pas sans rappeler que Robert Hossein, quand même, c'est un fan de théâtre avant tout. D'ailleurs, il sera directeur du théâtre populaire de Reims en 1970, donc c'est pas étonnant qu'il applique des choses que lui-même fait au théâtre. À part Paul Meurice, que l'on connaît très bien pour ses rôles, tout à l'heure je parlais des Diaboliques, par exemple.
On retrouve aussi Jean-Louis Trintignant qui est revenu du service militaire, à qui Robert Hossein lui offre une chance de revenir dans le cinéma français avec ce film. Le 6e film dont je veux parler, c'est Le Monte-Charge de Marcel Bleuwal, sorti en 1962. C'est encore un roman adapté de Frédéric Dard et du même nom. Dans ce film, Robert Hossein, qui est interdit de séjour en France, revient à Paris et rencontre Léa Massary, qui l'amène à son appartement une fois, puis une autre fois, et c'est là que l'histoire commence parce qu'il découvre le cadavre de son mari. Donc, Léa Massary veut appeler la police, mais Robert Hossein l'en empêche puisqu'il a interdit de séjour à Paris, il risquerait de finir en prison. Sauf que la petite Léa Massary, elle cache quelque chose, et c'est ce que Robert Hossein va tenter de découvrir pendant tout le film. Pour moi, Le Monte-Charge, c'est un film qui tient le spectateur en haleine parce que Robert Hossein, quand il cherche à découvrir la vérité sur Léa Massary, il découvre plein de choses, et au final, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est pareil, un classique du cinéma, on va dire, du cinéma un peu criminel, policier, qu'on va retrouver à la fin en fait. Mais dans le film, tout se déroule de manière à ce qu'on ne comprenne pas pourquoi Léa Massary a ce comportement avec un autre personnage par la suite et qu'est-ce qu'elle cherche à faire. Et du coup c'est intéressant de voir l'enquête de Robert Hossein parce qu'en fait on le voit un peu dans les yeux de Robert Hossein, même si on le voit à la caméra, ce qui se passe. Au final, c'est la même chose qui se déroule et on se dit mais pourquoi elle fait ça? Et donc du coup, c'est clairement une super réalisation de Marcel Bleuwal, qui a peut-être bénéficié de l'aide de Robert Hossein pour la réalisation, je sais pas. Mais en tout cas, c'est son premier film. Et c'est le premier film français dans lequel tourne Léa Massary. Le 7e film dont je voudrais parler, c'est pareil, c'est un film pas très connu, qui s'appelle Chair de poule, et qui est du Julien Duvivier, sorti en 1963. C'est un film inspiré du roman de James Hadley Chase, qui s'appelle Tirer la chevillette, et en anglais, qui s'appelle Come Easy, Go Easy. Donc dans ce film, Robert Hossein il tente un cambriolage avec son complice Jean Sorel, mais il est arrêté. Un an après, il s'enfuit de la prison et il se réfugie chez George Wilson, qui est marié à Catherine Rouvel, et ils tiennent tous les deux une station-service. Et donc du coup, Robert Hossein il va travailler dans cette station-service, et Catherine Rouvel, qui du coup est mariée à George Wilson, elle est mariée un peu avec un vieux quoi, elle veut se servir de son charme pour pousser au meurtre, que en gros Robert Hossein tue George Wilson pour avoir le numéro du coffre-fort de son mari, qui, selon elle, serait rempli de plein de fric du coup. Alors là, c'est clairement le film archétype qu'on retrouve beaucoup dans les films américains, de la femme diabolique, donc du coup Catherine Rouvel, puisqu'elle pousse au meurtre, et tout ça pour obtenir du fric, alors que personne ne l'a forcée à se marier avec George Wilson, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment la femme diabolique qui, déjà, va se servir de Robert Hossein, mais comme Robert Hossein, il est pas con et il a pas envie de retourner en prison, après, elle va se servir d'un autre homme pour encore essayer d'avoir le code de ce fameux coffre-fort. Chair de poule, c'est un film qui est pas ultra connu, pourtant il a reçu de très bonnes critiques. Le film est très bien réalisé, en même temps c'est Julien Duvivier, il a quand même eu le temps de se faire la main sur plein de films. Et tous les acteurs, ils ont une très bonne concordance entre eux, donc c'est ça aussi qui rend le film bon. En plus, l'histoire, même si c'est tiré d'un roman, l'histoire est très bonne. Et ça met en avant aussi un peu la naïveté des hommes, avec, comme je l'ai dit, la Catherine Rouvel en méchante femme fatale.
Le 8e film dont je veux parler, c'est un film plus connu, je pense, qui est Le Vice et la Vertu de Roger Vadim, sorti en 1963. Donc Le Vice et la Vertu, c'est un roman que normalement tout le monde connaît l'existence de ce roman. Sauf que là, Roger Vadim, il adapte le roman pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, le vice est représenté par Annie Girardot, qui est en couple avec Robert Hossein dans le film, qui est allemand, donc forcément c'est pour ça qu'elle représente le vice. Et la vertu est représentée par la toute jeune Catherine Deneuve, qui n'est pas encore la reine Catherine que l'on connaît maintenant, et qui à ce moment-là en couple dans la vraie vie avec Roger Vadim. Donc l'histoire du film, c'est Catherine Deneuve qui est arrêtée le jour de son mariage, enfin c'est plutôt son futur mari qui est arrêté, et elle est envoyée dans un camp de SS pour servir à leur bon plaisir. En gros, le truc de la femme objet, pour servir au SS. Et pourtant, elle avait essayé, avant d'être enfermée dans ce camp de SS, de parlementer avec sa sœur pour se faire libérer, puisque sa sœur sort avec un Allemand. Mais dans le film, si le film nous paraît injuste, il y a quand même un retournement de situation, puisque le Reich s'effondre à ce moment-là. Et du coup, la vertu, on va dire, elle va peut-être gagner, alors que le vice, forcément, il perd. À sa sortie, le film a été considéré comme une insulte à la résistance. Pourtant, dans le film, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien qui montre ça. Mais bon, que voulez-vous, il faut toujours qu'il y ait des critiques négatives de toute façon sur les films. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que les deux femmes sont considérées comme des femmes objets, même si le vice pourrait changer de camp, alors que elle, la vertu, est prisonnière. En fait, on a le vice qui est femme objet parce qu'elle est femme objet des Allemands aussi dans un sens, et la vertu est aussi femme objet des Allemands. Donc au final, les deux sœurs, même si elles sont très différentes, se rapprochent l'une de l'autre sans le vouloir. Je sais pas si j'ai été très claire dans mon explication, mais du coup, pour moi, Le Vice et la Vertu, c'est un film de Roger Vadim peut-être moins connu que certains. On va pas citer Dieu créa la femme, si, je viens de le faire. Mais du coup, pour moi, c'est un film à voir parce que c'est un film qui sort quand même un petit peu de la filmographie de Roger Vadim, je trouve. Et qui m'envoie ses lettres, quoi. Et au final, du coup, ça fait un peu. Et c'est bien réussi. Et du coup, c'est un film que je conseille, qu'il faut voir. De toute façon, les réalisations de Robert Hossein, je pense que vous avez compris que j'adore. Et donc, du coup, je vous conseille vraiment de voir le film. Le dernier film dont je veux parler, c'est un film plus connu. C'est Prêtre interdit de Denis de la Patelière, sorti en 1973. Donc l'histoire, c'est que Robert Hossein, qui est prêtre, tombe amoureux de Claude Jade, et réciproquement. Sauf que, dans cette histoire d'amour interdite, Claude Jade tombe enceinte, et Robert Hossein n'a plus le droit de la voir jusqu'à sa majorité. Parce qu'en plus, il la met en cloque alors qu'elle n'a pas 21 ans. Le film dénonce clairement l'interdiction des prêtres d'avoir des relations avec une femme et de se marier, puisque quand on est prêtre, on est marié à Dieu et à personne d'autre. Et donc c'est un film très intéressant à voir dans le sens où est-ce qu'on voit l'évolution de la mentalité déjà de Robert Hossein au fur et à mesure du film, parce qu'on a quelqu'un de très pieux qui d'un seul coup continue de croire mais veut croire d'une autre manière, et il y a aussi l'importance de son ami Claude Pieplu qui le conseille et qui pareil a une vision différente de la prêtrise, essaye de le ramener sur le chemin, le bon chemin on va dire, sans femme, sans rien, mais qui pourrait changer d'avis au fur et à mesure du film.
Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que Denise de la Patelière, il dénonce quand même un fait assez... c'est pas un sujet facile qu'il dénonce, mais il le fait sous un fond joli, mélancolique, avec la musique de Vivaldi, et la jeune Claude Jade, qui représente la pureté même dans le film en fait. Du coup, c'est sur ce film-là que je finis cette rétrospective de 10 films avec Robert Hossein. Donc Robert Hossein meurt le 31 décembre 2020 à 93 ans à cause du Covid. Il faut se dire que si le Covid n'avait pas existé, peut-être qu'il serait encore parmi nous. Si Robert Hossein a autant marqué le cinéma, c'est par sa voix rock, ça faut le dire quand même, son jeu de qualité, mais aussi dans son jeu, c'est son côté doux et dur à la fois, parce que Robert Hossein, il a cette versatilité où est-ce qu'il peut interpréter un personnage dur, mais aussi des personnages doux, comme dans Prêtre Interdit, c'est quelqu'un de très calme, posé et tout, alors que on peut avoir un personnage très dur, comme dans La Menace par exemple. Après, quelque chose que je trouve dommage, c'est que les gens ils retiennent surtout Robert Hossein pour son rôle de Geoffrey de Perrac dans Angélique Marquise des Anges. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que déjà c'est un film qui met plus quand même en avant Michel Mercier que Robert Hossein, même si les femmes retiennent plus Robert Hossein. Mais pourtant, c'est pas ça qui le définit, même si on aime tous ce rôle, c'est clairement pas ça qui le définit, parce que du coup, comme on a pu le voir, Robert Hossein, c'est un super acteur, un super réalisateur, hein. Bon, en tout cas, on en a fini là avec Robert Hossein. Enfin, peut-être qu'il y aura une autre vidéo, hein, on sait pas, hein, parce que là, j'ai beaucoup surtout parlé de sa filmographie des années 60. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le format différemment par rapport à d'habitude, je pense que vous l'avez remarqué. Je n'ai pas de script écrit sous les yeux, c'est pour ça que vous avez entendu beaucoup de ou de moi qui réfléchis, comme là par exemple. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker celle-là, partager et surtout vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est vraiment important. Parce que ça montre que mon travail intéresse les gens et ça c'est vraiment le plus important. Ciao!